Une tempête effroyable a frappé une métropole au Pakistan. L'inondation la plus forte depuis 20 ans a recouvert Hawaï. Un cyclone tropical d'une puissance rare a semé le chaos en Australie. Et aux Canaries, les îles du printemps éternel, la neige est tombée. Aujourd'hui dans ce numéro, vous verrez quels événements climatiques se sont produits dans le monde au cours de la semaine passée et ce qui se cache derrière tout cela. Espagne. Le 18 mars, la tempête puissante et atypique Teresa s'est abattue sur les îles Canaries, provoquant un véritable chaos. La région, appréciée des touristes pour son soleil et son climat doux, s'est retrouvée sous l'emprise d'intempéries extrêmes. Les éléments ont paralysé les transports, des dizaines de vols ont été annulés ou déroutés et les ports ont été fermés. Sur Tenerife, dans la zone d'Isania, les rafales de vent tempétueux ont atteint 122 km/h. Le territoire du parc national du Teide s'est couvert de neige et des stalactites se sont même formées dans les zones de villégiature, alors que la température minimale moyenne en mars dans cette région est de plus 15 degrés Celsius. À cause de la neige tombée, les routes ont été fermées. Dans le nord de l'île, un glissement de terrain a endommagé un canal d'approvisionnement en eau, provoquant des interruptions de service. Sur l'île de Lanzarote, dans la municipalité d'Arrecife, des vagues d'une hauteur allant jusqu'à 5 mètres ont détruit les quais, les jetées et les infrastructures de plage. Au large de l'île de Fuerteventura, 2 personnes se trouvant sur un bateau ont été sauvées de la mer déchaînée. Sur l'île de Grande Canarie, une quantité record de précipitations a été enregistrée, provoquant des inondations soudaines et des glissements de terrain. Dans la municipalité de Vega de San Mateo, il est tombé plus de 100 mm de pluie en moins d'une journée. Un énorme bloc de pierre a bloqué la route de montagne principale, GC60. L'archipel des Canaries est d'origine volcanique. Ces îles sont entaillées par de profonds ravins secs qui, lors des averses, se transforment en quelques minutes en torrents impétueux, charriant pierre et boue, ce qui devient une menace sérieuse pour les personnes. Dans la municipalité de Mogane, les eaux de pluie ont inondé un ravin, isolant environ 200 habitants de la ville d'Arguineguín. L'inondation a endommagé une station de pompage dans la municipalité de la Aldea de San Nicolás, laissant les habitants sans eau. À Galdar, le barrage de Los Pérez a débordé, ce qui n'est arrivé que pour la 3e fois de toute son histoire. Pakistan. Dans la soirée du 18 mars, une forte tempête a frappé la ville multimillionnaire du Pakistan, Karachi. Presque tous les quartiers de la métropole ont été touchés. Des vents soufflant jusqu'à 97 km/h ont abattu des arbres et des pylônes électriques, arraché des toits et des panneaux publicitaires. La tempête a endommagé 645 départs de transformateurs, ce qui a mis hors service 70% du système de la compagnie de distribution d'énergie K-Electric, laissant la majeure partie de Karachi sans électricité. Dans l'un des quartiers, le mur d'un bâtiment s'est soudainement effondré, lequel, selon des témoins oculaires, était déjà fragilisé par les pluies récentes. Des dizaines de personnes ont été ensevelies sous ces décombres. Tard dans la nuit, les corps de 19 personnes ont été extraits. Les habitants locaux ont transporté par leurs propres moyens les morts et les blessés à l'hôpital de la ville. Dans les zones rurales de la province du Sindh et les régions frontalières du Baloutchistan, les pluies torrentielles et la grêle ont détruit les cultures, les vergers de mangue et de dattes. Dans plusieurs districts de la province du Baloutchistan, les zones basses ont été inondées et sur les tronçons montagneux des routes N50 et N70, des glissements de terrain ont compliqué la circulation. Dans la ville de Karachi et d'autres parties du Sindh, les vents tempétueux, les orages et la grêle ont causé la mort d'au moins 24 personnes, tandis que 60 ont été blessés. États-Unis. Depuis le 16 mars, Hawaï connaît l'inondation la plus forte depuis plus de 20 ans. La cause en est un cyclone de type Konalo, un système atmosphérique où la circulation habituelle des vents est perturbée, déversant des pluies diluviennes prolongées sur les îles. L'impact le plus fort a touché Oahu et Maui, les 2 îles touristiques les plus populaires de l'archipel. En moins de 2 jours, jusqu'à 500 mm de précipitations sont tombées par endroits sur un sol déjà saturé par les pluies précédentes. Les rivières sont sorties de leur lit et de vastes territoires, y compris des quartiers résidentiels et des zones de villégiature, se sont retrouvés sous l'eau. Plus de 5500 personnes, dans les districts du nord d'Oahu, ont reçu des ordres d'évacuation. La garde nationale de Hawaï a été mobilisée pour porter secours aux personnes piégées par la montée rapide des eaux.
Les sauveteurs ont élitruillé des gens depuis les toits et les ont extraites de maisons inondées. Les services d'urgence ont sauvé plus de 200 personnes. Le 20 mars, en raison de la menace d'une rupture imminente d'un barrage sur la côte nord de Oahu, les autorités ont déclaré l'état d'urgence. À la suite du déchaînement des éléments à Hawaï, des centaines de maisons ont été touchées. Des routes, des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures sociales ont été endommagées. Les dommages préliminaires dépassent $1 milliard. Malawi. Depuis le 16 mars, des pluies torrentielles se sont abattues sur le Malawi, provoquant des inondations dévastatrices et des glissements de terrain dans tout le pays. Les éléments ont endommagé l'infrastructure, des routes ont été emportées et le fonctionnement des systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité a été perturbé. Dans les centrales hydroélectriques, une partie de l'équipement a dû être arrêtée pour être nettoyée des débris charriés par les rivières. En conséquence, dans certaines centrales, la puissance produite a diminué d'un quart. Dans le district de Lilongwe, dans la région centrale du Malawi, un glissement de terrain majeur s'est produit, couvrant environ 36 hectares. Le territoire est devenu impropre à l'habitation et à l'agriculture. La montée rapide des eaux a également entraîné la mort de bétail et de volailles. Et dans le district de Nkatabe, dans la région nord du pays, le port a été sérieusement endommagé. Dans la ville de Mangochi, région sud, 2 enfants sont morts en tentant de traverser une rivière en crue. Au total, dans tout le pays, les éléments ont coûté la vie à au moins 13 personnes et des dizaines de personnes ont été blessées. Brésil. À la mi-mars, au-dessus de l'Atlantique, près de la côte du sud-est du Brésil, un cyclone s'est formé et est resté pratiquement immobile pendant 5 jours. Selon du météorologue, la cause de ce comportement inhabituel était un anticyclone de blocage qui empêchait le cyclone de s'éloigner vers la haute mer. Cette perturbation de la circulation des masses d'air a conduit à la formation de tempêtes destructrices dans plusieurs États brésiliens. Dans l'État du Mato Grosso do Sul, une averse s'est abattue sur la ville de Maracaju le 18 mars. En 1 heure, 121 mm de précipitations sont tombées. L'eau a inondé une école publique, un supermarché de gros et des maisons d'habitation. Les rues se sont transformées en rivières et des embouteillages se sont formés à l'entrée du rond-point BR 267. Dans l'état du Pará, dans la ville de Santarém, plus de la moitié de la normale des précipitations de mars est tombée en 4 jours. Plus de 2000 habitants dans 19 districts se sont retrouvés en zone de catastrophe et plus de 430 personnes ont perdu leur logement. Le 21 mars, 1 et 1, un cyclone extratropical au large de l'Argentine a provoqué des conditions météorologiques dangereuses dans l'état brésilien du Rio Grande do Sul. Alors qu'une chaleur de près de 40 degrés régnait ici, des vents ouraganiens et des pluies se sont abattus sur la région. Dans la municipalité de Lajeado, les rafales ont atteint 107 km/h. Dans la ville d'Uruguaiana, les éléments ont arraché des toitures, abattu des arbres et des pylônes électriques. Au centre, une piscine s'est effondrée du toit d'un bâtiment et dans le quartier d'União das Vilas, des fils électriques affaissés après la tempête ont accroché un motocycliste en mouvement. Dans la municipalité d'Alegrete, des tôles métalliques provenant d'un bâtiment endommagé se sont éparpillées dans les rues. À Restinga Seca, l'autoroute ERS 149 a été fermée à cause d'arbres tombés. Et dans la municipalité de Taquari, plus de 10 000 foyers se sont retrouvés sans électricité. Dans la ville de Passo Fundo, un arbre s'est effondré sur un bus et une voiture. Le 22 mars, des pluies torrentielles d'un volume supérieur à 100 mm ont provoqué des inondations dans la partie nord de l'État. Australie. Le cyclone tropical Narelle s'est formé le 16 mars dans la mer de Corail au large des côtes de l'État du Queensland. Se renforçant rapidement, il a atteint la catégorie 4. Mais juste avant de toucher terre, il s'est un peu affaibli. Et le 20 mars, il s'est abattu sur la côte du nord du Queensland avec des vents soutenus d'environ 200 km/h, ce qui correspond à la catégorie 3 des ouragans tropicaux sur l'échelle de Saffir-Simpson. Et selon l'échelle australienne d'intensité des cyclones tropicaux, c'était le premier système tempétueux aussi puissant à toucher la péninsule du Cape York depuis 1899. Heureusement, Narelle est passé entre les localités importantes de Lockhart River et Cohen, sans exercer sur elle d'impact significatif. Dans la zone de la rivière Archer, au nord de Cohen, en moins de 24 heures, 400 mm de précipitations sont tombées. Le niveau de l'eau sous le pont récemment construit Archer River Bridge est monté de 5 à 13 mètres en quelques heures seulement. À cause des lignes électriques abattues, des centaines de maisons sont restées sans électricité. La communication mobile a également disparu.
l'onde de tempête a inondé les routes côtières jusqu'à la ville de Cairns, emportant arbres, sections de quais, sentiers pétons et bancs dans l'océan. Sur certaines plages, le vent et les marées ont formé des amas de sable. De nombreuses routes ont été fermées à cause des décombres et des rivières et ruisseaux en crue. L'aéroport de Cooktown est resté le seul centre de transport disponible pour acheminer des personnes et des marchandises vers les localités isolées. La ville touristique de Port Douglas, qui est la porte d'entrée de la célèbre Grande Barrière de Corail et de la forêt tropicale de Daintree, a également ressenti les conséquences du cyclone tropical. La plage a été érodée, bien qu'elle se trouve à environ 400 km du lieu où Narelle a touché terre. Le territoire du nord de l'Australie a également souffert des éléments. Dans la nuit du 22 mars, le cyclone s'est abattu sur la partie est du Top End, où les gens n'avaient pas encore eu le temps de se remettre des récentes inondations. Dans la ville de Catherine, de nombreux bâtiments avaient déjà été nettoyés de la boue et des débris, mais les travaux de nettoyage ont été partiellement suspendus en raison de la menace d'une nouvelle inondation. La mairesse de la ville a raconté que les volontaires sont tout simplement épuisés. Pendant 2 semaines, ils ont aidé inlassablement à restaurer ce qui avait été détruit après la précédente vague d'inondation. Et maintenant, ils doivent revenir encore et encore pour déblayer les mêmes endroits. Le cyclone s'est ensuite affaibli en dépression tropicale, mais en se déplaçant vers l'ouest, il a continué à apporter des pluies diluviennes et des vents violents. En 24 heures, il est tombé plus de 200 mm de précipitations dans la ville d'Adelaide River. Par mesure de précaution, des centaines d'habitants de la colonie isolée de Numbulwar ont été évacués vers la ville de Darwin. Il convient de noter que la température de l'océan le long de la trajectoire de Narelle était de 1 à 2 degrés Celsius au-dessus de la moyenne, ce qui a été la cause de la puissance rare du cyclone pour la région. Et la mer de Corail, où il s'est formé, est l'une des zones océaniques qui se sont réchauffées de près d'1 demi-degré au cours des dernières décennies. Ces dernières années, l'océan se réchauffe plus rapidement que prévu. Des recherches récentes montrent que le réchauffement ne se produit pas seulement à la surface, mais aussi dans ses couches benthiques. Le fond de l'océan est un milieu géologique actif, à travers lequel l'énergie thermique est constamment transmise à l'eau. Les volcans sous-marins, les failles, les dorsales médio-océaniques et les sources hydrothermales créent un véritable circuit de chauffage profond de la planète. Lorsque l'activité géodynamique de la Terre s'intensifie, comme c'est le cas de nos jours, le flux de chaleur provenant d'en bas augmente et l'océan reçoit de l'énergie supplémentaire. Et malgré le fait qu'il existe de nombreuses études confirmant la contribution significative de l'énergie géothermique au réchauffement de l'océan, cette composante n'est toujours presque pas prise en compte dans la plupart des modèles climatiques. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'océan est un thermorégulateur planétaire. Il redistribue et évacue la chaleur, stabilisant ainsi le climat. Mais aujourd'hui, sa capacité de refroidissement est perturbée par les microplastiques et les nanoplastiques. Ces particules entravent l'évacuation naturelle de la chaleur, transformant l'océan en un piège à énergie. En conséquence, le nombre et la force des cataclysmes naturels sur toute la planète augmentent déjà de manière fulgurante. Et ce n'est que le début. Nous ne pouvons pas attendre que les catastrophes passent à un niveau supérieur lorsque les méga-tempêtes, les méga-tornades et les méga-ouragans deviendront la norme. Et si nous ne commençons pas à agir maintenant, les conséquences de l'activité géodynamique et de notre intervention dans les processus naturels sous forme de pollution de la planète par le plastique s'avéreront bien plus fortes que tout ce que l'humanité a jamais connu.